Bien, je suis Guillaume Niclou, le réalisateur de La Petite. J'essaie toujours de préserver le maximum de mystère sur les... Je sais que c'est compliqué aujourd'hui parce que le public, lorsqu'il se déplace pour voir un film, il a envie de savoir, en fait, un peu à quoi il s'attend. Et toujours compliqué de- d'en dire trop sur un film. Euh, j'ai l'impression que c'est un sujet que je traite dans d'autres films et d'une façon très différente et que j'explore petit à petit d'autres façons à la fois de raconter l'histoire d'un parent qui, qui traverse toute une série d'épreuves pour sortir grandi de ce qu'il y a sans doute de plus douloureux, c'est-à-dire la perte d'un enfant. Il se trouve que ce film-là euh, obéit à un schéma particulier qui est celui du mélodrame, mais teinté d'énormément de comédie aussi à l'intérieur, et que c'est peut-être la première fois que j'explore un genre avec lequel le récit est traité d'une façon très linéaire, très simple, sans, sans faux semblant, de façon très brute, mais j'espère aussi avec toute la sensibilité que Fabrice Lucchini apporte, que Marat Taquin aussi euh, développe avec lui. Euh, Donc c'est un film sentimental. J'ai pas peur du mot non plus mélodrame, qui est quelque chose que j'affectionne lorsqu'il s'agit d'autres d'autres cinéastes. Mais j'ai beaucoup de réserves quand il s'agit de résumer les films. Je suis pas très doué pour ça. Et encore une fois, je trouve que c'est toujours plus intéressant lorsqu'un spectateur me livre sa vision. Donc je suis sûr que vous allez faire ça très 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 bien. Oui, aussi, je pense que les films se répondent et s'opposent. Ce qui est souvent assez paradoxal, c'est de voir quand on a, en effet, on a exploré un univers, une narration particulière. La Tour était un film très, très personnel, euh, quasiment un film d'horreur expérimental, si je voulais le ranger dans une case particulière. Et c'est vrai que trancher de façon radicale et pénétrer un univers, euh, adhérer à un récit qui, à la base, est une proposition qu'on m'a faite, ça c'est toujours très excitant, surtout lorsqu'on se sent attiré sans rationaliser forcément, sans se dire, sans connaître les raisons, mais là, en l'occurrence, elles sont finalement assez évidentes, puisque c'est une thématique qui m'arrive de traiter régulièrement. Enfin, de traiter, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, qui m'interroge et qui me passionne d'une certaine façon. Euh, Puisque je ne peux pas m'empêcher d'aller dans ce sens et d'adhérer à ce type de proposition euh, très différente de mes univers habituels en même temps. Moi, j'évolue surtout dans des zones de non-dit, de gris, où le fantastique et la violence sont souvent là, sous-jacents. Et ça faisait longtemps que j'attendais d'être intéressé, tout en sachant que je ne suis pas capable d'écrire ce type de récit moi-même seul. Euh, et je crois que cette histoire est arrivée au bon moment. Euh, Avec en plus des producteurs qui m'ont fait confiance pour l'imaginer dès le départ avec un acteur dans lequel j'avais envie de projeter le personnage. C'est vrai que ça aurait été compliqué si Fabrice n'avait pas accepté le film, parce que c'est vraiment lui qui a, pour moi, réinvesti, qui m'a permis avec Fanny Chanel, d'envisager le personnage d'une façon très différente du roman. Oui, oui. Et en même temps, Valley of Love obéit aussi d'une certaine façon une ligne qui est celle de cette femme-là, ou c'était là, en l'occurrence, une femme qui avait perdu également un enfant. Même si dans le Concile de Pierre, le personnage principal allait rechercher son enfant aussi. Il y a toujours une problématique qui est, même dans la clé, où Guillaume Canet
ne peut pas devenir père tant qu'il n'a pas lui-même résolu l'histoire de sa naissance. Donc la thématique du deuil, de la naissance, du lien familial est toujours en effet assez présent. Honnêtement, je la connaissais assez peu parce que j'ai pas été confronté directement à ce type de situation. Et dans mon entourage, je connais personne en fait qui a eu recours ou qui a eu l'envie de. Mais, mais du coup, j'ai pris connaissance à la fois des failles, des contraintes, des obligations, des refus. Et puis surtout, ce qui me surprend le plus, c'est cette espèce d'obstination pour certaines personnes finalement à s'arroger le droit de décider à la place des couples concernés. Je pense que c'est déjà une épreuve suffisamment douloureuse et un combat suffisamment compliqué pour qu'une poignée de personnes n'ait pas besoin finalement de dicter leur propre morale ou leur propre éthique qui leur est personnelle. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'en France, ça doit concerner 250 à 300 couples par an. Je pense qu'on pourrait facilement légiférer pour permettre à ces personnes, voilà, de pouvoir accéder à leurs souhaits. Alors après, quand on parle de marchandisation des corps, bon, moi, je ne crois pas que ce soit ce sujet-là, finalement, parce que on pourrait aussi légiférer pour que les personnes qui ont peu de moyens puissent avoir une aide qui leur permettrait voilà, de profiter de la GPA. Donc, je crois que c'est un petit peu un faux débat finalement éthico-philosophique qui ne devrait concerner que les intéressés. Voilà. Je vous dis ça de façon très simple et très neutre finalement, parce que, encore une fois, je ne suis pas confronté à cette situation, mais voilà, je suis toujours assez surpris voilà, quand il y a une espèce voilà, de force morale qui, sous prétexte, voudrait préserver une espèce d'humanisme comme ça, bon teint, s'arroge le droit de décider à la place des intéressés. Ça me surprend toujours. Oui, alors sans forcément aller sur le terrain politique dont vous parlez, je crois que d'un point de vue philosophique, il y a des opposants qui sont suffisamment, il me semble, assez intelligents et respectables pour que ce soit en effet assez étonnant de leur part de trouver comme ça une caisse de résonance aussi réfractaire. Alors non, je n'ai pas voulu forcément faire un acte politique. C'est d'ailleurs assez curieux que vous parliez de ça parce que mon prochain film que je suis en train de terminer est un film là pour le coup très politique, ce qui est là pour le coup une résonance vraiment beaucoup plus nette avec le poulpe. Mais j'avais pas fait le lien en effet avec le parti politique dont vous parlez. En fait, là, Fanny Chanel a travaillé. Euh, on a développé ensemble les grands axes qui allaient permettre de faire des choix assez radicaux par rapport à l'adaptation du bouquin. Et puis, il y avait eu une première étape que Fanny avait faite, euh, qui nous a servi de support. Et puis ensuite, une fois on a défini les grands axes et puis le profil de ce nouveau personnage et puis de la situation géographique, Fanny s'est lancée dans l'écriture et puis je l'ai accompagnée progressivement jusqu'à récupérer voilà, un scénario sur lequel j'imprime ensuite, je dirais, une dernière vision pour que ça vienne d'un seul coup se fondre euh, dans ce que j'appréhende du film et dans ce que je vais essayer de proposer à la fois aux acteurs. Et puis, mais c'est très particulier parce que on en a parlé sans doute la dernière fois, mais j'ai de plus en plus mon plus grand plaisir, c'est finalement d'avancer en même temps que la fabrication se met en place. C'est ce qui paraît en effet très troublant et paradoxal parce que c'est normalement la fabrication d'un film demande énormément de préparation, mais quand le sujet s'y prête et quand l'infrastructure du film
permet aussi que les éléments se mettent en place progressivement pour que le projet continue d'être irrigué finalement par tout ce qui permet de le fabriquer afin de ne pas figer forcément ni les situations, ni trop les dialogues. Alors il faut pour ça que tout le monde s'accorde et participe à cette vision. Mais c'est pour ça qu'il nous a fallu avec Fabrice 2, 3 jours pour accorder nos instruments. Mais ça a été super parce il a apporté une humanité et puis enfin, c'est un acteur très brut d'une certaine façon, que je trouve très spontané, avec évidemment beaucoup d'aisance avec le mot, le phrasé. Euh, Mais je le trouve très impactant, tout en étant très nuancé et très fin, très précis. Alors après, une- notre, notre travail, c'était de trouver le moyen à l'intérieur de cette mécanique de précision, de cette horlogerie, d'insuffler des moments peut-être moins tenus, mais dans lesquels, je ne parlerai pas d'accident, mais dans lequel la vie pouvait reprendre ses droits à l'intérieur d'une scène qui, normalement, est fabriquée pour mentir le plus sincèrement possible. C'est ce qui est toujours assez délicat, en fait. Je ne peux pas vous dire pourquoi, en fait, parce que lorsque j'ai lu ce court texte qui m'a été proposé par les producteurs, qui avait été écrit par Fanny, non seulement je me suis immédiatement senti proche du sujet et attiré par tout ce que ça véhiculait comme problématique et comme souffrance et en même temps comme espoir et comme quête. Et Fabrice s'est imposé tout de suite, en fait. J'ai pas eu de choix, j'ai pas eu de questionnement. Il m'est apparu de façon très évidente, très naturelle. Ce serait mentir que de vous dire que j'ai réfléchi et qu'il a fallu hésiter, peser le pour et le contre. Non, souvent, ce qu'on peut, ce qu'on peut interpréter comme des choix n'en sont pas. Ce sont plutôt des évidences et j'ai tendance à privilégier les évidences. Mais en fait, ce ne sont pas des évidences. En réalité, ce sont plutôt des, des choix qui se font par instinct et pas par la réflexion, en fait. Je suis quelqu'un qui obéit beaucoup plus à ce que à ce que je ressens, quitte à me tromper, mais je m'aperçois que je me trompe moins quand je réfléchis moins. Donc, du coup, je privilégie ce sentiment un peu spontané, immédiat, euh, et je me débrouille avec ça. Je ne suis pas un adepte du casting, c'est-à-dire que je ne rencontre pas énormément de personnes. Ou bien il y a en effet des évidences où je me dis, j'aimerais beaucoup que ce soit cette voilà, personne qui accepte, ou bien il y a quelque chose d'un peu mystérieux avec Brigitte, où on parle du personnage et puis elle me dit, ah, peut-être rencontre cette personne. Et souvent c'est assez rapide. C'est, comme je ne fais pas de lecture ou de répétition, c'est encore plus rapide. Donc c'est une rencontre qui est souvent assez brève où j'ai le sentiment de percevoir tous les blancs qui ne sont pas inscrits dans le scénario et je me dis que je vais être agréablement dépossédé du personnage et que la personne qui est en face de moi va le nourrir d'une façon à la fois imprévisible et en même temps juste par rapport à ce que le personnage doit véhiculer dans l'histoire. Mais j'essaie toujours de garder une part de mystère qui me donne envie aussi d'explorer avec l'acteur toutes les propositions qu'offre un film.
Oui, il y avait à la fois la barrière de la langue, la beauté de la ville, et puis la proximité avec la Belgique, avec Bruxelles, en fait. Je parle de la Belgique francophone. Donc, ces trois éléments-là qui permettaient à ce que le voyage aussi de Joseph ne soit pas trop long. Enfin, il y avait comme ça un cadre géographique assez, assez parfait pour les raisons qu'on évoque. Oui, oui. Écoutez, je l'ai baptisé Joseph sans non plus réfléchir, mais là, le lien se fait en effet. Oui, on peut prendre ce chemin-là, même si je suis pas croyant. Bon, c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'ai terminé le tournage d'un film et là je suis en définition du montage qui a été tourné en Guadeloupe, euh, département pour l'instant encore français, francophone également, mais où on parle créole. Donc, bah, vous voyez, ça m'a fait penser à la Guadeloupe. Ça m'a fait penser à la Guadeloupe parce que je suis euh, le sujet du film, le sujet de ce film, là on dépasse la petite, mais parle de cette appartenance et de la colonisation et de l'impact de la langue et le pouvoir dévastateur que peuvent avoir les résidus et les restes d'une colonisation abusive. Euh, voilà, là naturellement ça m'évoque ça, donc ce qui n'est pas très glorieux. Mais sinon, je pense que la langue française a encore un bel avenir, il me semble, hein. Présenter, vous voulez dire personnellement ou que Ah, l'attente du public moi, je suis toujours très curieux de la façon dont le public perçoit un de mes films. J'adore faire des projections tests, par exemple, avant de finaliser totalement. Et je suis toujours parfois dérouté, parfois même abattu de ne pas réussir à suffisamment anticiper les réactions, les perceptions, la compréhension du public. Euh, donc je suis toujours très, très curieux. Ouais. Mais c'est un sentiment bizarre parce qu'en même temps, je suis très détaché du film. C'est... Et ça l'a toujours été. C'est-à-dire que quand le film est terminé, c'est comme s'il m'appartenait plus en réalité. Et c'est même un peu handicapant d'une certaine façon parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir profiter des moments où le public est très content. L'avantage, c'est que je ne profite pas non plus des moments quand le public n'est pas du tout content. Mais et c'est identique avec la presse, en fait. C'est comme si j'étais anesthésié, mais parce que je suis déjà embarqué dans d'autres aventures, sans doute, et que j'ai la chance de pouvoir écrire et puis tourner régulièrement. Donc c'est vrai que j'ai pas ce sentiment voilà, cet attachement viscéral lorsque le film est terminé. Je l'ai au moment de le faire, quand je fabrique. Euh, et ensuite, le cordon est coupé. C'est dommage. Enfin, je le regrette un peu.